Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir différentes images d'un endroit en particulier. Je ne vous dirai pas lequel car je n'ai pas le droit de vous divulguer lequel endroit. Donc libre à vous de faire votre avis et de faire marcher votre imagination histoire de trouver l'endroit. Dans tous les cas, je ne vous dirai pas où c'est puisque je n'ai pas le droit. Les amis, vous allez tout de suite après pouvoir voir des images d'animaux sauvages, de faune sauvage. Que ce soit des sangliers, des renards, des fouines, des chevaux, des vaches, des lapins, des renards, des blaireaux, bref, plein de choses sympas à voir les amis. J'ai pu poser différentes caméras dans un endroit qui a accepté de me recevoir les amis, donc vous allez pouvoir voir ça ensemble. Il y aura du timelapse, du vidéo, du commenté. Plein différents types de vidéos les amis. Donc pour ceux qui voudraient savoir, il y a donc trois caméras de chasse qui font aussi caméra infrarouge, LED, etc. Donc les animaux ne sont pas du tout dérangés par ça. Les amis, et ben je vous laisse tout de suite avec la vidéo et puis moi je vous souhaite un bon visionnage. Il était une fois des animaux sauvages vivant en pleine harmonie avec la nature, leur nature. Et d'un seul coup, voilà des hommes avec leurs grosses chaussures, des cadreurs, leurs perches de son, 15 caméras. Mais non, rien ne s'est passé comme cela. Durant un mois, nous avons posé 6 caméras de terrain en pleine nature, dans un lieu tenu secret. Chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, fouines ou encore lapins. Bref, tout un écosystème. Êtes-vous prêts à venir le découvrir? Alors c'est parti, plongeons dans cet univers si fascinant et pourtant si mystérieux. Sur les traces de la faune sauvage de France. « 9 heures. Premier tour de repérage des lieux, dans le but de savoir où poser nos 6 caméras de terrain. Très vite, 6 lieux potentiels se démarquent. Le premier, plutôt stratégique, se situe au niveau d'une petite digue, avec à la vue du sol, une autoroute à sangliers. Le deuxième point se trouve exactement au même endroit, mais d'un autre angle de vue, de façon à pouvoir photographier à 360 degrés. Le troisième est fixé en face d'une clôture de pâturage, tandis que la quatrième a, elle, été accrochée à un arbre entre 2 allées de buissons et séparée par un canal. Peut-être la meilleure façon de pouvoir observer un ou plusieurs ragondins, ou bien des loutres, ou alors des visons d'Europe. Ensuite, nous avons fixé la 5e caméra sous le toit d'une ferme d'un agriculteur. Mais pour quelle raison, allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement parce que sous ce toit se trouve un nichoir à chouette effet des clochers. Enfin, la 6e a été posée juste en face d'un terrier de renard roux. Et justement, ce renard est le premier individu que nous avons pu observer lors du tournage. En voici les 3 images prochaines. Vous apercevez un renard roux s'approcher du terrier tout en restant à l'affût du moindre bruit. Cependant, tout plein de mystères reste présent autour de ce terrier. Est-ce un terrier principal ou bien de repli? Y a-t-il des petits renardeaux à l'intérieur? Ou bien est-ce tout simplement un terrier de blaireaux inoccupé puis récupéré par un renard solitaire? Toutes ces questions resteront sans réponse. Mais personnellement, lorsque j'ai vu ces images pour la première fois, j'en suis resté sans voix. Rien qu'à l'idée d'avoir pu voir un renard, je suis encore plus motivé de continuer encore et encore pour la suite de l'aventure.
Cela fait maintenant 2 semaines que nos caméras sont posées. Il est alors grand temps d'aller les récupérer pour observer les données. Nous partons donc avec 3 ordinateurs portables pour pouvoir afficher les données à distance, de façon à ne pas gêner les animaux et la faune sauvage vivant dans la forêt. Résultat, plus de 850 photos à trier et à regarder. De quoi passer de belles soirées au campement. En voici les premières images. Une tête de chevreuil, un bassin, et enfin 2 chevreuils qui passent à la recherche de nourriture tranquillement, sans même se soucier du piège photographique. Quelle majesté cet animal! La grandeur, la corpulence et même la carrure sont d'une force inouïe et impressionnante. Les deuxièmes clichés cette fois-ci sont de nuit et d'un angle de vue différent. Il est alors 21h06 lorsqu'on aperçoit au loin une ombre de chevreuil qui pourrait lui ressembler, de par sa stature et sa façon de se déplacer. Et pour la suite, notre hypothèse se confirme, car à notre grande surprise, ce sont à nouveau 2 chevreuils que nous apercevons à l'image. Ah, le lapin de Garenne, un animal très apprécié des enfants. Lors de notre tournage, nous avons pu en apercevoir un bon nombre. Le lapin est une espèce essentielle à l'entretien d'un milieu et à la chaîne alimentaire. D'abord, il creuse des terriers, utilisés ensuite par des couleuvres, des tritons, des lézards ou bien une espèce de crapaud, le Pélobate cultripède. Il sert aussi de proie, notamment aux renards roux, au milan noir ou bien régulièrement aux busards des roseaux. Si vous voulez avoir la chance de pouvoir l'apercevoir, peut-être ferez-vous attention aux nombreux gratis de lapins jonchant le sol. Ces mêmes gratis serviront aussi au Pélobate cultripède pour s'enfuir ou bien au développement d'autres espèces. Avec ces différentes actions, des graminées et des fleurs sont disséminées un peu partout, ce qui favorise la flore et le patrimoine. Toujours dans cette thématique de pouvoir apercevoir le lapin de Garenne, des poils de ce dernier peuvent traîner par-ci par-là, notamment accrochés à des touffes d'herbe. Son terrier se trouvant principalement dans 2 zones différentes. D'abord, les zones de dunes plutôt sableuses, ou bien des zones à tendance herbeuse avec des herbes hautes. Peut-être alors pourrez-vous apercevoir certains lapins, ou bien des lièvres. Mais parlons un peu du renard roux. Avec ses 1,25 m de long, dont 45 cm uniquement pour sa queue, le renard a une carrure extrêmement puissante. Et justement, on en parle du renard. De son nom latin vulpe vulpe, il fait partie de la famille des canidés. Sur les images prises par nos caméras,
Vous devez vous apercevoir que ce dernier prend peur à la vue de notre piège photographique. C'est d'ailleurs bien le seul à l'avoir remarqué, sans doute dû à sa vue exceptionnelle nocturne. Mais rassurez-vous, le lapin ne va pas être exterminé. Non, loin de là. Le renard se nourrit aussi de tout, oiseaux, insectes, vers de terre, pommes ou bien à l'occasion des restes de carcasses. Le renard restera fidèle à sa compagne. Une fois le terrier établi, il se charge de nourrir sa compagne lorsqu'elle met bas. Pour l'information, pendant le tournage, nous avons pu observer 3 renards différents. L'un avec une oreille blanche, l'autre avec un œil en moins, un borgne pourrait-on dire. Enfin, le dernier a un pelage un petit peu plus marron qu'orange roux. Une bonne façon de pouvoir différencier 3 renards dans une surface extrêmement grande. Mais maintenant, il est l'heure de vous montrer en exclusivité ces quelques images de Chouette et Fred et Clocher. Dans quelque temps, un documentaire sur ce sujet sera diffusé sur la chaîne. Il nous aura fallu près de 3 semaines avant de pouvoir voir les premières images de ce rapace nocturne. Mais ce travail acharné a payé, avec 3 belles photos, dont une vidéo magistrale. Vous pouvez apercevoir une Chouette et Fred tenir entre ses serres un rat. Car en effet, la Chouette et Fred se nourrit en grande partie de petits mammifères, tels des mulots, campagnols. Son caractère opportuniste peut également la pousser à adapter son régime alimentaire avec des amphibiens, des chauves-souris, des insectes ou bien des petits passereaux. Cette vidéo et ces 2 photos sont uniques car à la base, la caméra n'était pas du tout orientée de cette façon. Cela veut donc dire que cette dernière était intriguée et sans doute gênée pour qu'elle soit poussée à venir bouger la caméra et la regarder yeux dans les yeux. Mais ne nous attardons pas trop. Un deuxième documentaire est donc en préparation sur les Chouettes et Fred des Clochers. Je vous laisse admirer cette vidéo magnifique avec une chouette tenant entre ses serres et son bec acéré un rat. Maintenant, passons à une espèce très bien représentée, que ce soit en France, en forêt ou dans les villes. Le sanglier. Cet animal qui cause tant de dégâts aux particuliers et aux agriculteurs. En fait, le sanglier, qui fait partie de la famille des ongulés, tout comme le chevreuil, le cerf, les vaches ou bien le cheval, cherche dans le sol des racines, des petits insectes ou des amphibiens. Le sanglier est dévastateur. En effet, il détruit tout sur son passage. Attiré aussi bien par les restes de nourriture, les poubelles, que par la vie en sous-sol. Il retourne alors avec son groin l'herbe et le sol sur lequel il a senti de la nourriture pouvant l'intéresser. Car cet ongulé est doté d'un odorat hors norme, beaucoup plus élevé que celui du chien, pourtant 35 fois plus élevé que celui de l'homme.
C'est pour vous dire. Il est par exemple capable de déceler l'odeur humaine à 300 mètres. Et, comme je le disais, de sentir sa nourriture enfouie à plusieurs centimètres sous terre. Pour toutes ces raisons, il est mis sur son dos une très mauvaise réputation et est régulièrement chassé par l'homme lors de chasses à courre ou lors de l'ouverture de la chasse. Étant également en surpopulation, un quota de sangliers à abattre est établi par la Fédération de la chasse avant chaque ouverture de chasse. Je vous laisse alors avec quelques images et vidéos pour que vous vous rendiez compte de la puissance de cet animal. Tout comme le sanglier, il est associé au ragondin une image de rongeur. Un rongeur qui détruit tout sur son passage, notamment les rives qui s'affaissent au fur et à mesure. D'ailleurs, le ragondin est également considéré comme un nuisible. Avec sa petite bouille toute mignonne et en apparence gentille, il ne fait pas que du bien. Il est également lui aussi chassé et piégé régulièrement, car invasif et nuisible, notamment pour la survie et la bonne santé de l'écosystème, de la biodiversité et du milieu dans lequel il se développe. Vous avez sans doute pu observer à partir de ces images une famille de ragondins, deux petits et une femelle, traversant de nuit un passage pour aller de l'autre côté de la rive. Maître Blaireau part se coucher à la levée du jour dès les premières lueurs. À la nuit tombée, cet omnivore de la famille des Mustelidae sort en général lorsqu'il s'est assuré qu'aucune présence étrangère se trouve à proximité de son terrier. Le blaireau se nourrit essentiellement de lombrics, insectes, comme par exemple les coléoptères, les chenilles, ou bien parfois des nids de guêpes et d'abeilles. Quelquefois, il peut également se nourrir d'œufs de différents oiseaux qui vivent et nichent au sol ou dans des haies. En fait, le blaireau est un animal qui s'adapte. Au printemps et au début de l'été, il sera plus carnivore, tandis qu'à la fin de l'été et au début de l'automne, il aura une tendance beaucoup plus végétarienne, se nourrissant principalement de fruits ou de céréales. Il est déjà temps pour moi de vous laisser en compagnie de vos amis les animaux et de correspondre avec la nature. Tout au long de ce voyage, nous avons pu côtoyer de près comme de loin la vie diurne mais aussi nocturne de nos amis les bêtes. Leur mode de vie, leurs dons,
ou encore leur majesté ou leur mystère. La faune sauvage de France est encore plus vaste que tout cela. Mais nous aurons d'ici là encore plein de choses à vous raconter et à vous montrer en images. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Partez vous-même à la recherche de cette faune sauvage. Elle n'en sera que plus belle à découvrir.